porque es que la meseta es muy chiquita, casi no cabe nada, uno no puede moverse. En definitiva, yo le estoy dando un espacio a ella porque esta era la parte, toda la casa es mía, así que yo le estoy dando un pedazo. Pero cuando la felicidad no viene a uno, voluntariamente hay que salir a buscarla. Ah, Digo, a mí siempre me ha parecido muy interesante. Eso es un arte también. Sí, ¿no? Pero podría llegarse y, no sé, se le paga lo que usted pida a Feli, por supuesto. Escúchame tú, escúchame tú. Me voy a poner en función ahora mismo de un abogado. Y tranquilo que todo tiene solución. Usted es el único dueño y responsable de esa importación, la legal y la ilegal. Tu hermano, como te hemos pedido. Y no en el tal Jonathan ese. Él no tiene nada que ver con lo que estaba dentro del contenedor. No va a tener que pagar por eso. Momento de preocuparse por dinero ni restaurante. Lo importante es que acaban de atrapar a Miguel y al notario y... Expliques cómo ese otro contrato llegó a mis manos. Porque yo no estoy loco. Es que yo... Mathis ouvrit les yeux en sursaut. Depuis plusieurs semaines, il ne recevait plus d'appels à cette heure-là. Il décrocha immédiatement. De l'autre côté de la ligne, personne ne parlait. Seul le bruit des vagues se faisait entendre. Puis une voix grave murmura lentement. « Si tu veux connaître la vérité sur ton père, ne laisse personne vendre le vieux chantier naval. » La communication fut coupée. Mathis resta immobile pendant plusieurs secondes. Son père était mort depuis plus de 15 ans. Du moins, c'était ce que tout le village croyait. Le jeune homme regarda une ancienne photographie posée sur sa table de nuit. On y voyait son père, sa mère et lui, encore enfant, devant un vieux bateau de pêche. Derrière eux apparaissait le chantier naval familial. Un lieu abandonné depuis des années. Un lieu que la mairie souhaitait désormais vendre à un grand groupe immobilier. Mathis sentit son cœur battre plus vite. Pourquoi un inconnu lui demandait-il soudain de protéger cet endroit? Et surtout, pourquoi évoquer son père après tant d'années? À votre avis, Mathis doit-il croire cet étrange appel ou penser qu'il s'agit simplement d'un piège? Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette histoire. France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg ou un autre pays francophone. Le petit village de Port-Saint-Aubin s'éveillait doucement. Les premiers pêcheurs rentraient au port. Les cafés ouvraient leurs terrasses. Les habitants se saluaient comme chaque matin. En apparence, rien n'avait changé. Mais Mathis avait le sentiment que cette journée allait bouleverser sa vie. Quelques rues plus loin, Léna terminait son service à la bibliothèque municipale. Depuis son retour au village, elle essayait de reconstruire une existence plus paisible. Elle avait quitté Paris pour oublier un passé devenu trop lourd. Pourtant, les souvenirs continuaient de la poursuivre. En fermant la porte de la bibliothèque, elle remarqua un homme qui semblait l'observer depuis plusieurs minutes. Lorsqu'elle tourna la tête vers lui, il disparut dans la foule. Elle fronça les sourcils. Ce visage lui semblait étrangement familier, sans réussir à comprendre pourquoi. Au même moment, Victor, ancien capitaine de pêche et vieil ami du père de Mathis, ouvrait une vieille caisse cachée dans son garage. À l'intérieur reposaient plusieurs carnets de bord, des cartes marines et une boîte métallique rouillée. Il fixa longtemps cette boîte. Il savait qu'un jour ou l'autre, il devrait enfin révéler ce qu'elle contenait. Mais il redoutait encore les conséquences. « Pardonne-moi, Antoine », murmura-t-il en regardant une vieille photographie. « J'ai gardé ton secret beaucoup trop longtemps. » À la mairie, une importante réunion allait commencer. Le maire présentait officiellement son projet de transformation du vieux chantier naval. Un complexe hôtelier moderne, des appartements de luxe, une marina privée. Pour certains habitants, c'était une formidable opportunité économique. Pour d'autres, c'était la disparition définitive d'une partie de l'histoire du village. Mathis arriva discrètement au fond de la salle. Il écouta les premières explications. Puis une image apparut sur le grand écran. Le plan du futur chantier. En observant attentivement le document, quelque chose attira immédiatement son attention. Une partie du terrain avait été volontairement masquée. Pourquoi cacher cette zone? Lorsqu'il posa la question, le silence envahit soudain la salle. Le maire répondit avec un sourire forcé. Il s'agit simplement d'une ancienne réserve technique sans importance. Mais Mathis remarqua aussitôt que plusieurs personnes évitaient son regard. Quelque chose leur faisait peur. En quittant la réunion, Mathis trouva une petite enveloppe glissée sous l'essuie-glace de sa voiture. À l'intérieur se trouvait une seule clé et une note écrite à la main.
ce soir. 22 heures. Ancien phare de la Pointe-Noire. Viens seul si tu veux connaître la vérité. Il relut plusieurs fois ces quelques mots. Personne autour de lui ne semblait avoir remarqué cette mystérieuse enveloppe. Au loin, Victor observait discrètement la scène. Son visage était inquiet. Il savait exactement où cette clé conduisait. Et il savait aussi qu'une fois cette porte ouverte, plus personne ne pourrait empêcher les secrets enfouis depuis 15 ans de refaire surface. La pluie tombait sans interruption depuis le début de la soirée. Le vieux phare de Belle-Roche dominait toujours les falaises, balayées par les rafales de vent. Depuis plus de 20 ans, personne n'y montait plus. Les habitants affirmaient qu'il n'y restait que de la poussière et des souvenirs. Pourtant, Camille gravit lentement les marches de pierre. Dans sa main, elle tenait une vieille lampe à huile retrouvée quelques heures plus tôt dans le grenier de sa grand-mère. Avant de mourir, cette dernière lui avait répété une phrase qu'elle n'avait jamais comprise. Les réponses ne sont jamais cachées sous la terre, elles attendent toujours face à la mer. À cette époque, Camille pensait qu'il s'agissait simplement des paroles d'une vieille femme fatiguée. Aujourd'hui, ces mots prenaient un tout autre sens. Arrivée devant la lourde porte du phare, elle remarqua que le cadenas avait déjà été ouvert. Quelqu'un était passé avant elle. Son cœur se serra. Elle poussa lentement la porte. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité. Chaque pas faisait résonner les vieilles marches de bois. Au sommet de la tour, une faible lumière vacillait. Camille s'approcha avec prudence. Une silhouette se tenait près de la fenêtre. L'homme ne se retourna pas. « Je savais que tu finirais par venir. » Camille s'immobilisa. « Qui êtes-vous » L'inconnu sourit légèrement. « Quelqu'un qui a promis à ta grand-mère de protéger la vérité jusqu'à ton retour. » Le silence envahit la pièce. La jeune femme observa les vieux meubles recouverts de poussière. Sur une table reposaient plusieurs cartes marines, un journal relié de cuir et une boîte en bois gravée d'un étrange symbole représentant 2 vagues entrelacées. Qu'est-ce que tout cela signifie ? L'homme désigna le journal. Ce carnet raconte une histoire que personne au village n'a jamais connue. Une histoire qui commence bien avant ta naissance. Camille ouvrit lentement le carnet. La première page ne contenait qu'une seule phrase. Certains héritages ne se transmettent pas par le sang, mais par les choix que l'on accepte de faire. À cet instant, une violente rafale frappa les vitres du phare. Les lumières vacillèrent. L'homme leva les yeux vers la mer. Au loin, une petite embarcation avançait lentement dans la tempête. Ils arrivent plus tôt que prévu. Camille sentit immédiatement que cette nuit allait bouleverser son existence. Elle ne savait pas encore qui approchait du rivage. Mais une chose était certaine. Les secrets que sa grand-mère avait protégés pendant toute une vie étaient enfin sur le point d'être révélés. Le vent faisait vibrer les vitres du vieux phare. Camille referma délicatement le journal en cuir et observa une nouvelle fois l'inconnu qui se tenait près de la fenêtre. Son visage restait calme, mais son regard semblait porter le poids de nombreuses années de silence. « Vous dites avoir connu ma grand-mère. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de vous ?» L'homme esquissa un sourire mélancolique. « Parce qu'elle voulait que tu choisisses toi-même de venir jusqu'ici. Une vérité imposée n'a jamais la même valeur qu'une vérité découverte. » Camille garda le silence. Elle regarda autour d'elle. Les murs étaient couverts de cartes marines anciennes. Certaines étaient jaunies par le temps, d'autres portaient des annotations faites à la main. Au centre de la pièce, une immense table de bois présentait une carte détaillée du littoral, où plusieurs points étaient reliés par un fin trait d'encre bleue. L'inconnu s'approcha. « Regarde bien. » Camille se pencha. Tous les repères correspondaient à des lieux qu'elle connaissait. Le vieux port, la crique des falaises blanches, le phare et l'ancien chantier naval. Mais un dernier symbole, dessiné au large, lui était totalement inconnu. Qu'est-ce que c'est ? Un endroit que presque tout le monde a oublié. Il marqua une pause. Certains pensent qu'il n'a jamais existé. Camille suivit la ligne du doigt. Et pourtant, quelqu'un a pris le temps de le dessiner. L'homme acquiesça. Parce que certains souvenirs disparaissent des livres, mais jamais de la mémoire de ceux qui les ont vécus. À cet instant, un coup de tonnerre résonna au-dessus du phare. La lumière vacilla quelques secondes. Camille aperçut alors une petite boîte métallique posée sur une étagère. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposait une vieille boussole en laiton. Son aiguille ne pointait pas vers le nord. Elle indiquait obstinément la même direction que le mystérieux symbole tracé sur la carte.
L'inconnu observa la boussole sans surprise. Elle fonctionne exactement comme prévu. Comment est-ce possible? Parce qu'elle n'a jamais été fabriquée pour trouver un endroit. Camille leva les yeux. Alors, que cherche-t-elle? L'homme répondit d'une voix calme. Elle cherche une personne capable de terminer ce que d'autres ont commencé il y a très longtemps. Le silence revint dans la pièce. Au dehors, la pluie commençait enfin à s'arrêter. Les premiers rayons de lune traversèrent les nuages et illuminèrent la mer. Camille referma doucement la boîte. Pour la première fois depuis son arrivée au village, elle ne cherchait plus seulement des réponses. Elle comprenait que chaque découverte ouvrait une nouvelle question, et que le véritable voyage ne consistait peut-être pas à retrouver le passé, mais à décider quel avenir elle souhaitait construire. La nuit s'était enfin apaisée. Les dernières gouttes de pluie glissaient le long des vitres du phare, tandis que la mer retrouvait lentement son calme. Un silence inhabituel enveloppait la tour, comme si l'endroit retenait encore les échos des générations passées. Camille resta quelques instants immobile, la vieille boussole entre les mains. L'aiguille continuait de pointer dans la même direction. Elle ne tremblait pas. Elle semblait certaine de son chemin. « Elle ne change jamais de direction ?» demanda Camille. L'inconnu secoua lentement la tête. « Pas tant que la personne qui la tient cherche la vérité avec sincérité. » Camille leva un regard étonné. « Vous parlez comme si cette boussole avait une volonté. » L'homme sourit discrètement. « Non, mais ceux qui l'ont fabriquée savaient observer les hommes bien mieux que les étoiles. » Il s'approcha de la grande fenêtre qui dominait la côte. Le village apparaissait au loin, baigné par une faible lumière dorée. Quelques bateaux rentraient lentement au port. « Tu vois ces lumières ?» demanda-t-il. Camille acquiesça. Chaque maison cache une histoire. Certaines sont connues de tous. D'autres disparaissent avec ceux qui les ont vécues. Il marqua une pause avant d'ajouter. Ta grand-mère refusait que cette seconde catégorie tombe dans l'oubli. Ces mots réveillèrent en Camille des souvenirs qu'elle croyait effacés. Enfant, sa grand-mère lui racontait souvent que la mère gardait la mémoire de ceux qui la respectaient. À l'époque, elle croyait entendre une simple légende. Aujourd'hui, elle commençait à comprendre qu'il s'agissait peut-être d'une manière de transmettre une vérité. Au fond de la pièce, un ancien mécanisme attira soudain son attention. Une roue de cuivre, fixée au mur, semblait reliée à une série d'engrenages. La boussole vibra légèrement lorsqu'elle s'en approcha. L'inconnu l'observa sans intervenir. « Essaie !» Camille posa doucement sa main sur la roue. Le métal était froid. Elle la fit tourner lentement. Un léger grondement résonna dans toute la tour. Puis un ancien panneau de bois pivota lentement, révélant une alcôve restée cachée pendant de longues années. À l'intérieur se trouvait une simple malle de marin. Aucune serrure, seulement une plaque gravée. La confiance ouvre les portes que la force ne pourra jamais franchir. Camille souleva délicatement le couvercle. La malle ne contenait ni bijoux ni pièces anciennes. Seulement des lettres soigneusement attachées par un ruban bleu, plusieurs carnets de voyage et une photographie montrant 3 jeunes gens souriant devant ce même phare plusieurs décennies auparavant. L'un d'eux ressemblait étrangement à sa grand-mère. Les 2 autres lui étaient totalement inconnus. Elle prit la photographie avec précaution. « Qui sont-ils » L'inconnu regarda l'image avec émotion. 3 amis qui avaient injuré de protéger quelque chose de plus précieux qu'un trésor. Quoi donc? Il fixa quelques instants l'horizon avant de répondre. L'espoir qu'un jour quelqu'un poursuive leur œuvre, non par obligation, mais par choix. Camille serra doucement la photographie contre elle. Pour la première fois, elle ne ressentait plus seulement de la curiosité. Elle avait désormais la conviction que son histoire personnelle faisait partie d'un récit beaucoup plus vaste, et que chacune des découvertes dans ce phare n'était pas une fin, mais le commencement d'un nouveau chemin. L'aube se levait lentement sur Belle Roche. Après une nuit entière passée dans le phare, Camille descendit les marches de pierre avec un sentiment étrange. Le vent avait cessé de souffler, et la mer était devenue parfaitement calme, comme si la tempête n'avait jamais existé. Le village commençait doucement à s'éveiller. Les pêcheurs préparaient leurs filets. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Pour tous les habitants, cette journée ressemblait aux autres. Mais pour Camille, plus rien n'était pareil. Elle gardait la photographie retrouvée dans la malle soigneusement rangée dans son sac. Les 3 jeunes visages continuaient de l'intriguer. Qui était-il vraiment?
Pourquoi sa grand-mère avait-elle choisi de ne jamais parler d'eux? En traversant la place principale, elle aperçut la vieille horloge municipale. Il était exactement 8 heures. À cet instant, une femme âgée assise sur un banc leva discrètement les yeux vers elle. « Vous êtes Camille, n'est-ce pas ?» La jeune femme s'arrêta. « Oui, nous nous connaissons ?» La vieille dame sourit avec douceur. « Non, mais je reconnaîtrai cette photographie entre mille. » Camille sentit immédiatement son cœur accélérer. Elle sortit lentement la photo. La vieille femme la regarda longuement avant de poser son doigt sur le jeune homme situé au centre. « Lui, c'était mon frère. » Le silence s'installa. Camille resta sans voix. La femme poursuivit d'une voix calme. « Beaucoup de gens pensent que les souvenirs disparaissent avec le temps. » Elle secoua doucement la tête. « Ce n'est jamais vrai. Ils attendent simplement que quelqu'un pose les bonnes questions. » Camille s'assit près d'elle. Pendant près d'1 heure, elles parlèrent du village, des anciens habitants, des grandes tempêtes qui avaient marqué la côte et des liens de solidarité qui unissaient autrefois toutes les familles. Chaque récit semblait donner une nouvelle profondeur à la photographie. Avant de partir, la vieille dame remit à Camille une petite enveloppe jaunie. « Je l'ai conservée pendant presque 30 ans. Je crois qu'elle t'appartient désormais. » Camille l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille pliée. Aucune signature. Seulement une phrase écrite d'une écriture élégante. « Lorsque tu comprendras que l'héritage le plus précieux n'est ni une maison ni un objet, mais la confiance que l'on transmet, alors tu sauras pourquoi nous avons choisi de garder le silence. » Camille referma lentement la lettre. Elle leva les yeux vers le phare, visible au loin au sommet des falaises. Elle comprit que ce lieu n'était pas seulement un monument tourné vers le passé. Il était devenu le symbole d'un choix, celui de préserver la mémoire sans rester prisonnier des anciens secrets. En reprenant son chemin, elle sourit pour la première fois depuis son retour à Belle-Roche. Toutes les réponses n'étaient pas encore devant elle. Mais elle savait désormais que son avenir ne dépendait pas uniquement de ce qu'elle découvrirait. Il dépendrait surtout des décisions qu'elle prendrait à partir de ce jour. Le soleil était déjà haut lorsque Camille poussa la porte des anciennes archives municipales. Le bâtiment, construit en pierre claire, semblait avoir été oublié par le temps. Une légère odeur de papier ancien et de bois ciré emplissait les lieux. Derrière un grand bureau, un homme d'une 60aine d'années leva les yeux de son registre. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» Camille hésita. « Je crois surtout que je cherche à comprendre l'histoire de Belle-Roche. » Le vieil archiviste sourit. « Alors vous cherchez bien plus que des documents. » Il invita Camille à le suivre jusqu'à une salle où des centaines de boîtes étaient soigneusement classées. Chaque étagère racontait une époque différente du village. Des plans du port, des journaux locaux, des carnets de pêche, des photographies de familles dont les noms avaient disparu de la mémoire collective. L'archiviste s'arrêta devant une vitrine fermée. À l'intérieur reposait une cloche en bronze, légèrement ternie par le temps. « Savez-vous pourquoi elle est ici ?» Camille secoua la tête. Chaque fois qu'une décision importante devait être prise pour le village, cette cloche était sonnée. Pas pour annoncer une catastrophe, mais pour rassembler les habitants autour d'une même table. Elle observa l'objet avec attention. On dirait qu'elle n'a plus servi depuis longtemps. « Les villages changent, » répondit-il doucement. « Mais certaines idées ne vieillissent jamais. » L'archiviste ouvrit ensuite un tiroir et en sortit un vieux cahier relié de toile bleue. Les premières pages étaient remplies de témoignages laissés par des habitants de Belle-Roche au fil des décennies. Aucun récit ne parlait de trésors ou de fortune. Tous évoquaient des gestes simples. Un voisin venu aider après une tempête, une famille accueillie lorsqu'elle avait tout perdu, des pêcheurs partageant leurs prises avec ceux qui en avaient besoin. Camille referma lentement le cahier. Elle comprit que l'identité de Belle-Roche ne reposait pas sur un secret spectaculaire, mais sur une succession de choix généreux accomplis par des personnes ordinaires. En quittant les archives, elle s'arrêta sur les marches du bâtiment. Le village s'animait autour d'elle. Des enfants jouaient sur la place. Les bateaux entraient au port. Le phare dominait toujours les falaises. Pour la première fois, Camille eut la certitude que chaque lieu conservait une mémoire invisible, façonnée non par les pierres, mais par les personnes qui avaient décidé d'y construire quelque chose de durable.
Le brouillard recouvrait entièrement la baie de Belle-Roche lorsque Noah descendit du premier train du matin. Cela faisait presque 10 ans qu'il n'était pas revenu dans ce village. Pourtant, chaque rue lui semblait familière. Le bruit des mouettes, l'odeur du sel, les maisons aux volets bleus. Rien ne semblait avoir changé, sauf lui. Dans la poche intérieure de son manteau reposait un petit carnet noir. Un carnet que son grand-père lui avait confié quelques heures avant de mourir. Pendant toutes ces années, Noah n'avait jamais trouvé le courage de l'ouvrir. Une seule phrase figurait sur la couverture. Certaines histoires ne demandent pas à être racontées. Elles demandent à être comprises. En traversant le vieux port, Noah remarqua qu'un chantier de rénovation avait commencé près des anciens quais. Des ouvriers démontaient une vieille jetée devenue dangereuse. L'un d'eux s'arrêta soudain. « Vous êtes bien Noah Delmas ?» Le jeune homme resta surpris. « Oui. » L'ouvrier désigna le café situé de l'autre côté de la place. « Une dame vous attend depuis ce matin. Elle disait que vous finiriez par revenir. » Intrigué, Noah traversa lentement la place. Le café était presque vide. Près de la fenêtre, une femme âgée observait la mer. Lorsqu'elle aperçut Noah, elle se leva doucement. « Tu ressembles beaucoup à ton grand-père. » Ces quelques mots suffirent à faire naître un silence chargé d'émotion. La femme sortit alors une enveloppe soigneusement pliée. « Il m'a demandé de te remettre ceci uniquement le jour où tu déciderais de revenir. » Noah ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie ancienne. On y voyait 5 jeunes adultes souriant devant un voilier. Au dos, une simple inscription. Les promesses faites face à la mer traversent toujours le temps. Noah leva lentement les yeux. Qui sont ces personnes ? La femme contempla longuement la photographie avant de répondre. Des amis qui croyaient qu'un village pouvait être construit autant par la confiance que par les pierres. Elle marqua une courte pause. Et chacun d'eux a laissé derrière lui une histoire que personne n'a jamais entièrement racontée. Noah regarda une nouvelle fois le carnet noir. Il comprit alors que son voyage ne consistait pas à résoudre un mystère spectaculaire. Il s'agissait de redécouvrir les liens invisibles qui unissent les générations et de comprendre comment quelques décisions prises autrefois continuaient encore à façonner le destin de Belle-Roche. Au même instant, les cloches du port sonnèrent midi. Le brouillard commença lentement à se dissiper. Au loin, la silhouette du phare réapparut dans la lumière. Noah sourit discrètement. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment d'être exactement là où il devait être. Le soleil disparaissait lentement derrière les falaises lorsque Julien Morel gara sa vieille voiture devant le petit port de Port-Azur. Cela faisait 15 ans qu'il n'avait plus remis les pieds dans ce village. Pourtant, rien qu'en ouvrant la portière, les souvenirs revinrent aussitôt. L'odeur du sel, le cri des mouettes, le bruit des vagues contre les quais. Tout semblait identique. Et pourtant, tout avait changé. Julien n'était pas revenu pour des vacances. Il était revenu parce qu'il venait d'hériter de l'ancien atelier naval de son grand-père. Un bâtiment fermé depuis près de 20 ans. Les habitants racontaient que personne n'avait jamais réussi à lui redonner vie. Dès son arrivée, il remarqua que plusieurs personnes l'observaient discrètement. Certaines semblaient heureuses de le revoir. D'autres détournaient immédiatement le regard, comme si son retour réveillait un passé que beaucoup préféraient oublier. Au café du port, une vieille femme l'accueillit avec un sourire. « Tu es enfin revenu. » Julien fronça légèrement les sourcils. « Nous nous connaissons ? » Pas vraiment, mais ton grand-père parlait souvent de toi. Il disait qu'un jour tu reviendrais terminer ce qu'il n'avait pas eu le temps d'accomplir. Ces paroles laissèrent Julien silencieux. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, la femme déposa devant lui une petite boîte en bois soigneusement fermée. « Il m'a demandé de te remettre ceci uniquement lorsque tu reviendrais à Port-Azur. » Julien ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait une ancienne montre de poche. Sous la montre reposait une simple feuille pliée. Il la déplia avec précaution. Quelques lignes étaient écrites d'une écriture élégante.
Si tu lis cette lettre, c'est que tu as choisi de revenir. N'oublie jamais que les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on découvre sous la terre, mais ceux que l'on construit avec les autres. Julien releva lentement la tête. La vieille femme observait la mère. Ton grand-père croyait que chaque génération devait laisser le village un peu meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Le silence s'installa. Au loin, les dernières lueurs du soleil illuminaient le phare qui dominait la baie. Julien comprit alors que son retour n'était peut-être pas un hasard. Il ne savait pas encore quelle décision l'attendait, mais une certitude s'imposait déjà. Les jours à venir allaient transformer sa manière de voir son passé, et surtout son avenir. Au moment où il quitta le café, une dizaine d'enfants jouaient sur la place du port. Ils riaient sans se soucier du temps qui passait. Julien les observa quelques instants. Puis il leva les yeux vers l'ancien atelier naval qui se dressait à l'autre bout de la jetée. Les volets étaient fermés. Les murs portaient les traces des années. Pour beaucoup, ce bâtiment n'était plus qu'une ruine. Pour lui, il représentait peut-être une seconde chance. Il inspira profondément. Le vent marin soufflait doucement. Un nouveau chapitre de sa vie commençait. Et cette fois, il était décidé à ne plus fuir ce que le destin avait préparé pour lui. Lorsque le train s'immobilisa en gare de Saint-Cyr-sur-Mer, Elias descendit lentement sur le quai avec une simple valise à la main. Il n'était pas revenu dans cette ville depuis près de 12 ans. Le temps avait transformé les rues, rénové les façades et agrandi le port de plaisance, mais certaines choses demeuraient inchangées. Le parfum iodé porté par le vent, le cri des mouettes au-dessus des bateaux et cette étrange sensation que la mer observait silencieusement ceux qui revenaient après une longue absence. Elias n'était pas revenu par nostalgie. Quelques jours plus tôt, il avait reçu une lettre écrite de la main de son ancien professeur de navigation, disparu depuis plusieurs mois. L'enveloppe ne contenait qu'une seule phrase. « Les réponses que tu cherches ne se trouvent pas au bout du voyage, mais là où tu as cessé de regarder. » Cette phrase l'avait empêché de dormir. En traversant la promenade maritime, il remarqua qu'une foule s'était rassemblée près de l'ancien phare. Les habitants assistaient à l'inauguration d'un nouveau musée consacré à l'histoire maritime de la région. Par curiosité, Elias s'approcha. À l'intérieur, des maquettes de vieux voiliers, des cartes anciennes et des journaux de bord racontaient plusieurs siècles d'histoire. Mais un objet attira immédiatement son attention. Dans une vitrine reposait un sextant en cuivre. Sous l'objet figurait une inscription. Donne de Gabriel Laurent, capitaine disparu en mer en 1988. Le cœur d'Elias s'accéléra. Gabriel Laurent. C'était précisément le nom de son professeur. Comment un homme officiellement disparu pouvait-il avoir offert cet objet plusieurs années après sa disparition supposée? Troublé, Elias demanda des explications à la conservatrice du musée. La femme consulta rapidement un registre avant de répondre. C'est étrange. Les archives indiquent que ce sextant nous a été remis anonymement il y a seulement 6 mois. Elle referma le dossier avec un air perplexe. Pourtant, personne n'a jamais expliqué son origine. Au même instant, un vieil homme qui observait discrètement la conversation s'approcha. Il fixa longuement Elias avant de murmurer. « Vous lui ressemblez beaucoup. » « À qui ?»« À celui qui refusait toujours d'abandonner une traversée, même lorsque tout le monde faisait demi-tour. » Elias resta silencieux. Le vieil homme sortit alors une petite clé en bronze suspendue à une corde usée. « Il m'a demandé de vous remettre ceci si vous reveniez un jour à Saint-Cyr-sur-Mer. » Elias prit lentement la clé. Sur le métal étaient engravées 2 coordonnées maritimes. Il leva les yeux vers l'horizon. La mer semblait parfaitement calme. Pourtant, il avait le sentiment qu'un nouveau voyage venait de commencer. Non pas pour retrouver un homme disparu, mais pour comprendre pourquoi certaines vérités choisissent d'attendre des années avant de refaire surface. En quittant le musée, il s'arrêta quelques instants au bout de la jetée. Le soleil disparaissait lentement derrière l'océan. Les voiliers rentraient un à un au port. Elias serra doucement la clé dans sa main. Il comprit que le véritable défi ne serait pas de résoudre un mystère. Il serait de découvrir jusqu'où il était prêt à aller pour accepter ce que le passé avait encore à lui révéler.